C'est la première fois en Europe. C'est très bien. Alors, je ne pas parler de l'euro, les Alors, je n'ai pas parlé de la sortie de l'euro parce que je choisis la carrière académique comme expression de liberté. Donc il existe encore une liberté de parler de ce qu'on veut et comme on veut. Mais si on me pose une question, je réponds. D'ailleurs, il est assez évident que la plupart des choses que je dis n'ont pas été saisies dans leur signification fondamentale. Donc, non seulement je les dis, mais je vais aussi le répéter. Parce qu'il me semble que nous sommes un peu, il y a un peu quelque chose qui n'est pas clair. Je voudrais partir par la fin de l'intervention de M. Bocara, qui nous a dit que lui, il est en faveur d'une monnaie unique mondiale qui soit accessible. Oui, d'accord. Ah oui, c'est très différent. Oui, c'est très différent. Alors, monnaie commune mondiale, vous ne nous avez pas expliqué exactement en quoi une monnaie commune diffère d'une monnaie unique, mais je vais employer le mot que vous préférez. Je vous rappelle qu'en 1944, on s'est... C'était jadis même pour une monnaie commune européenne et non la monnaie unique, mais on n'a pas pu gagner cette bataille. Et vous vous êtes demandé pourquoi? Quelle réponse vous vous êtes donnée? Parce que vous parlez, de la réunion... Vous permettez? Voilà. Non, parce que vous nous avez parlé de la réunion de peuples européens et du fait qu'ils veulent coopérer, mais vous n'avez pas... ça, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle encore meilleure serait de savoir que les élites européennes veulent coopérer. Là, alors, j'ai quelques doutes, parce que je vois qu'il y a des tensions. Donc, une monnaie commune. Pourquoi on ne l'a pas adoptée à Bretton Woods lorsqu'on aurait pu le faire? On a essayé. On a raté. À cause des Américains. Les Américains White, l'intervention de White. Bien. Parce que, quelle monnaie on a? Parce que la monnaie est une émanation du pouvoir. Ce n'est pas la première fois qu'on a essayé de faire une monnaie commune. Je vous rappelle qu'avant Sedan, si ça vous rappelle quelque chose, 1871, hein, c'est un moment, peut-être je ne voudrais pas vous le rappeler, mais il y a eu un petit point de friction avec les Allemands. Avant cette date malencontreuse pour l'histoire française, Napoléon le Petit, comme l'appelait Victor Hugo, avait essayé de faire une sorte de monnaie commune en impliquant la sterling dans l'union monétaire latine, et la sterling avait dit non, nous on reste bien séparés de tout cela. Pourquoi? Parce que les Anglais avaient gagné la guerre contre Napoléon le Grand et ils n'avaient aucune envie de se faire dire ce qu'ils devaient faire par Napoléon le Petit. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont gagné sur les Allemands et ils n'avaient aucune envie de se faire dire d'un Anglais qui avait écrasé son économie du fait d'un taux de change surévalué, donc du fait d'une sorte d'entrée dans l'euro qui était le gold standard de l'époque. Ils n'avaient aucune envie de se faire dire qu'est-ce qu'on doit faire. Ce sont les rapports de force qui commandent. Alors, de plus, il y a une contradiction fondamentale dans votre discours qui montre que vous étudiez la matière depuis longtemps, mais je vais vous signaler cela. Est-ce que vous voulez un duopole monétaire ou vous voulez une monnaie commune? Parce que vous nous parlez de monnaie commune qui est un mot très allemand. Et j'adore ça parce que la communauté. Mais en effet, vous êtes en train de nous parler du fait qu'on devrait défendre un duopole entre dollars et euros. Absolument pas. Oui, vous avez pas compris. Je ne vous ai pas compris, mais je vous expliquerai. Vous le permettrez, et aussi, je vais vous suggérer aussi de ne pas lire seulement les titres de mon livre, mais d'entrer un peu dans le texte, parce que j'explique très bien pourquoi un autre euro n'est pas possible. Vous dites, le dollar attribue c'est une vieille histoire, hein, on le sait depuis M. Giscard d'Estaing, le exorbitant privilege, donc le pouvoir de seigneurage international que le dollar attribue aux États-Unis. C'est une vieille histoire, et c'est juste. Mais il faut penser qu'en économie, il n'y a rien qui soit strictement bon ou strictement mauvais. Les Américains, du fait d'être le fournisseur de liquidités internationales, se trouvent confrontés au dilemme de Triffin. C'est-à-dire, le monde emploie notre monnaie, il faut la lui donner. Et c'est ce qui amène régulièrement des crises, dans le debasement de la monnaie américaine. Donc, si l'euro se mettait dans cette filière, c'est-à-dire de devenir une monnaie mondiale,
mondiale en concurrence avec le dollar. Simplement, on devrait imprimer autant d'euros que le monde nous en demanderait. Et c'est ça, c'est très simple. Ça du tout. C'est très simple. C'est du tout, pas du tout. Mais c'est purement comptable, parce qu'une offre nette d'activités, d'instruments financiers au reste du monde doit correspondre à un solde négatif des parties courantes. Ça, c'est clair. Parce que si les gens veulent investir en euros, c'est-à-dire qu'ils devraient acheter du papier libellé en euros, et quelqu'un devrait imprimer ce papier libellé en euros. Quelqu'un devrait imprimer des titres de la dette, soit publique, soit privée. Vous parlez seulement de la dette publique, qui est votre ennemi, apparemment, ou la chose que vous voulez gérer. Vous n'avez jamais parlé de la dette privée. Vous n'avez jamais parlé de la dette privée. Et étant donné qu'on est dans une Europe à domination allemande qui vise à une dette publique zéro, pour une raison très simple, parce que l'euro est un projet d'attaque à l'État social, qui n'est pas réformable à mon sens, mais après on va entrer dans la façon dont vous le réformer. Ça veut dire que si l'euro devenait une deuxième monnaie mondiale, s'il y avait un duopole euro-dollar, ce qui semblait sortir... Parce que, écoutez, si le problème c'est qu'on doit faire une monnaie commune, alors on doit aller à Washington et on doit leur dire, écoutez, on fait la monnaie commune. On ne doit pas dire on fait l'euro parce que comme ça c'est un duopole à mon sens. D'accord? D'autant plus que nous n'avons plus la crédibilité de proposer un duopole, et je vous rappelle que le président de la Banque centrale chinoise en 2008 avait ressorti cette vieille histoire. 2009. Oui, c'est cité dans les livres. On va sortir cette histoire de Bretton Woods, il faut refaire. Et après, il a changé d'avis. Non, il n'a pas changé. Est-ce qu'il en a pas? J'ai discuté avec les Chinois avant cette proposition même, parce que ça converge. Le problème, c'est pas c'est après. Non, on en parle. J'ai discuté avec les Chinois ici, avant cette proposition. Écoutez, avant qu'il la passe. Vous avez dit des choses absurdes et je ne vous ai pas interrompu. Vous avez dit des choses qu'en Italie, on entend seulement dire aux journalistes le plus, disons, structurés dans les journaux. L'inflation qui flambe, la dette publique qui renchérit, et je ne vous ai pas interrompu, vous me faites parler. Parce que, autrement, je parle moi-même. Je suis habitué au débat de télévision. Si ça doit être un débat de télévision, je me pose une question. La question de la trahison de la gauche et la question de pourquoi des pays qui faisaient 20% il y a 20 ans, maintenant font 2%. Ça, c'est la vraie question. Parce que tout ce qui est écrit dans mon livre est ça. Est-ce qu'on veut se poser cette question? On veut parler de ça? Parce que ça, c'est le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est que ceux qui étaient des acquis qu'on avait gagnés dans 30 ans de lutte, le parti de gauche, tous, en se rangeant du côté du capital financier, ont permis qu'il soit détruit. Donc, les ouvriers ont été trahis. Et alors, si on veut parler de cela, on parle de cela. Si on veut parler au niveau académique, vous me faites parler. Et je termine en disant que l'euro serait exposé lui-même à un dilemme de Triffine, avec en plus la difficulté qu'on n'aurait pas du côté du management de l'euro, qui serait forcément pour allemand, la volonté d'imprimer autant de T-bills comme les Américains l'ont. Donc ça serait un premier problème. Un deuxième problème sur lequel je vais très vite, et puis je vous donne la parole parce que je vois que vous avez beaucoup envie de parler, et moi j'ai envie de écouter. Pardon? Oui. Je serai très court. Je donne la parole à qui la veut, moi je ne pas envie de... Ah non, mais c'est autour de toi ce séminaire. Oui, si quelqu'un me pose une question et qu'il veut m'écouter, je réponds. S'il ne veut pas m'écouter, je ne réponds pas. C'est très simple. Alors, il faut réfléchir sur pourquoi on a fait l'austérité. Parce que vous pensez que... C'est étrange, le compte de l'austérité fait par la gauche. C'est comme ça. Un jour, M. Hollande s'est réveillé, le jour avant était de gauche, après il est devenu de droite et il a fait l'austérité. Ou bien un jour, Mme Merkel est devenue méchante, avant on était des frères et après elle a fait l'austérité. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche autrement. L'austérité a été faite parce qu'elle est une mesure qui vise à ramener en équilibre la solde extérieure d'un pays, non pas la solde budgétaire. Et on le voit très bien, parce que si on coupe la dépense publique, on coupe le revenu privé, parce que les dépenses publiques sont des revenus privés, donc on réduit la consommation, donc on réduit les importations, et la balance des paiements s'améliore. Si on coupe les revenus privés, on crée du chômage, puis on l'appelle flexibilité, ce qui est un beau mot, comme monnaie commune est un beau mot. On modère les salaires, donc on a des révolutions internes, on augmente l'exportation, et la balance des paiements s'améliore. Ça, c'est l'effet qu'on s'attend. Et si par contre, vous le voyez dans la dimension du
solde budgétaire, vous verrez que la faillite de l'austérité était prévisible, était acceptée comme un mal mineur. Qu'est-ce qui arrive si on coupe les dépenses publiques? Bien sûr, le solde s'améliore, le solde budgétaire, c'est clair, parce qu'on a moins de dépenses. Mais on coupe aussi les revenus privés, donc on réduit le revenu imposable, et donc le solde budgétaire empire. Les deux effets plus ou moins se compensent, et le solde budgétaire s'améliore de peu, mais comme on a coupé les revenus privés, évidemment, la dette continue à croître et le rapport dette-PIB explose. C'est ce qui s'est passé chez nous. Personne, Mario Monti l'a dit explicitement, nous n'avons pas fait l'austérité parce qu'il y avait un problème de dette publique. Nous avons fait l'austérité pour remettre en ordre les soldes extérieurs de l'Italie. Et pourquoi il n'y avait que ce chemin pour le faire? Parce qu'il n'y avait pas de flexibilité du taux de change. Donc arrêtons de parler, le problème ce n'est pas l'euro, le problème c'est l'austérité. L'austérité est une implication directe, donc le fait qu'on doit corriger une demande de biens par des effets de revenus est une fonction directe du fait qu'on empêche aux effets de prix de fonctionner. Ça c'est strictement économique. Donc peut-être ça va pas vous plaire, mais c'est comme ça. Alors, lorsqu'on parle de austérité et de pas euro, ou lorsqu'on parle, oui, de Tsipras et des Grecs, il faudrait parler avec des Grecs. Vous parlez avec des Grecs. Donc, les Grecs que je connais, par exemple, je connais un anthropologue qui travaillait aussi au CNRS français, qui tient un blog très intéressant qui s'appelle greekcrisis.fr, vous pouvez le lire, c'est en français. Ils ont été terrorisés. On leur a dit, soit on signe le mémorandum, soit vous ne serez pas payé parce qu'on n'a plus d'argent. La même chanson qu'on nous a chantée à nous en novembre 2011, sauf nous dire en septembre 2012 que la dette publique italienne, la Commission européenne l'a confirmé, avait toujours été soutenable à court et à long terme, et que notre dette est à long terme plus soutenable que celle de tous les autres pays européens, y compris ceux de l'eurozone. Mais on avait fait du terrorisme. C'est pour cela que les Grecs ne se sont pas exprimés. Et M. Tsipras, s'il est si révolutionnaire, comment cela se trouve qu'il vient en Italie et il fait une passerelle dans tous les plateaux de télévision les plus heuristes? Moi, je n'ai jamais vu autant un révolutionnaire qui soit aussi couvert par les médias, payé par les capitalistes. Jamais trouvé. Peut-être ça existe. Donc, en revenant aux conséquences de la sortie de l'euro, là je vous laisse parce que je veux bien qu'il y ait un peu d'interaction. Si vous voulez, après on en parle. Mais on en parle sur des bases scientifiques. Je trouve quand même un tout petit peu étrange que de gauche comme de droite, on nous chante la même chanson de l'hyperinflation, de la dette qui explose, etc., etc., de gauche comme de droite, étant donné que dans aucune des expériences historiques précédentes de sortie d'une union monétaire, se sont vérifiés ces phénomènes. Nous avons eu la fin du système monétaire européen, nous avons eu la fin du système de Bretton Woods, nous avons eu toutes ces choses, et oui, bien sûr, après Bretton Woods, il y a eu l'inflation. Oui, en 1973, quand le pic du pétrole a quadruplé, c'est clair. Là, oui, là, je veux bien qu'il y ait un peu d'inflation si les prix du pétrole arrivent à quadrupler dans une année. Vous voyez, ça, et donc, c'est clair. L'inflation précédait le prix du pétrole. Vous connaissez mal votre histoire économique. Non, je la connais bien et je vais le donner. Donc, c'est le début de 73, avant le prix du pétrole, c'est l'inflation. Bon, excusez-moi. Je vous en prie. Je vous en prie. Ici, il y a la base. Ici, à la base de données du Fonds monétaire international, on va tout de suite voir quand est-ce que l'inflation a flambé en 1973. Oui, début 73. Début 73. On a dit que le pétrole, c'est fin 73. Et vous parlez de la France? Je parle du monde. Le pétrole, c'est mondial. Oui, d'accord. Non, comme ça, je peux vous montrer les données. Très bien, je vais vérifier parce que peut-être... Vous verrez. Ceci posé, cher monsieur, je veux vous dire une chose très simple. Moi, je suis très serein. Parce que ce qui va se passer ne dépend pas de moi, très simplement, ne dépend pas de vous, dépend de l'histoire. Donc moi je m'attends qu'il y a un certain âge, vous ayez vu s'écrouler beaucoup d'empires. Vous avez vu s'écrouler peut-être le gold standard, ou vous ne vous en souvenez pas. Vous avez vu écrouler le système de Bretton Woods. Vous avez vu s'écrouler l'empire soviétique.
qui était un empire aussi, qui avait une certaine tendance à planifier les prix, comme nous on le fait en Europe avec le prix de la monnaie. Ils se sont tous écroulés. Et tout ce système avait une chose en commun, la suivante. Tout le monde savait que le système ne tenait pas, et tout le monde pensait que cela aurait tenu pour toujours. Donc si vous me taquinez sur le fait que nous sommes en 2014 et l'euro ne s'est pas encore écroulé, moi je vous dire qu'on est en 1914 et on aura la paix pour toujours en Europe. Quelqu'un va tirer un coup de pistolet à un archiduc. Moi je ne sais pas quand. Je ne suis pas un magicien, je suis un économiste. Et je vous dis qu'un système monétaire aussi rigide, on n'a jamais eu dans l'histoire de l'économie. Même le gold standard avait des marges de flexibilité nominale beaucoup plus étendues de celles qu'on a à l'intérieur de la zone euro. Et je vous rappelle que nous sommes 18 maintenant dans la zone euro et que vous, puisque vos vues sont si étendues, vous devrez vous souvenir du fait qu'il y a 200 pays qui sont plus ou moins à quelques chiffres près inscrits près du Fonds monétaire international, et que seulement les 17 qui ont fait ce choix, qui n'avait jamais été fait en cette forme dans l'histoire de l'économie, sont sujets à ce joli phénomène de destruction du marché intérieur auquel nous sommes en train d'assister. Ça ne sert à rien de dire qu'il faut changer les règles de Maastricht. Si on poussait la croissance des pays membres par le levier de la politique fiscale, on aurait simplement plus de déséquilibre extérieur, plus d'importation, ce qui fait qu'on mettrait d'une façon criminelle ces pays encore plus dans la main des marchés financiers étrangers qui devraient financer ce déséquilibre extérieur. Personne, quand me dit, qui fait cette proposition, qui n'est absolument pas originale, on l'a fait même en Italie, oui, le problème, c'est pas l'euro, c'est l'austérité. Donc, on arrête l'austérité, on fait de la dépense publique. Personne ne me dit qu'est-ce qu'on fait après avec le solde des parties courantes de la balance des paiements. Qui va le financer? C'est ça le problème. C'est un problème de dette étrangère. Voilà. Donc Paul, évidemment... Très rapidement, pour laisser la réponse, oui. Très rapidement, pour laisser la place à la salle. Oui. Alors, tout d'abord, vous venez encore de le dire, j'ai jamais dit que le problème, c'est pas l'euro, c'est l'austérité. Absolument pas. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit c'est pas. L'euro et l'austérité, l'euro actuel et l'austérité sont liés, évidemment. J'ai jamais dit le problème c'est pas l'euro, c'est l'austérité. Je dis il faut aussi parler de l'austérité, c'est tout. Donc vous me faites dire absolument pas ce que j'ai dit. Alors ensuite, bon, je ne veux pas développer, mais vous verrez que moi je suis docteur en économie, je suis aussi agrégé d'histoire. J'ai fait un petit peu plus de choses sur ces choses-là, et donc vous verrez, vous verrez vos chiffres, que l'inflation début 73, qui s'explique par des raisons très profondes de tout le système mondial capitaliste, précède la montée du pétrole. Ça, c'est au niveau journalistique le plus bas qui explique la crise par le pétrole. Hein, vous parlez comme vous. Et le pétrole, c'est l'automne 73, alors que dès janvier 73, on a une inflation à 2 chiffres. Et j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus, historiques, statistiques, et importants, que vous pouvez lire, parce que vous lisez le français. Donc, je ne veux pas développer, je termine sur votre idée de duopole. Je n'ai jamais dit qu'il faut un duopole, en aucune façon, dollar et euro. Ce que je dis, c'est qu'il faut une monnaie commune mondiale à partir des droits de tirage spéciaux du FMI, et que c'est possible. J'ai fait cette proposition, et j'ai été soutenu par les Indiens à New Delhi depuis 1983, et en 2009, le président de la Banque centrale de Chine a fait la même proposition. D'ailleurs, j'avais discuté avec les Chinois. Dans les Suisses, ça arrive de parler avec des Chinois en France, qui étaient venus à un colloque plusieurs mois avant pour leur répéter, et ils m'avaient posé la question, est-ce qu'on a un rapport de force pour le faire? Je dis, un rapport de force, on commence par le lancer et on verra. Et évidemment, ils se sont lancés, ils l'ont fait. Et ils ont été soutenus par la Russie et par les pays d'Amérique latine. Alors, pour finir sur ce point-là, moi je vois donc
une monnaie commune mondiale, hein, à partir des DTS. Ces DTS seraient beaucoup plus élargis que les DTS actuels, parce qu'il y a une prédominance du dollar dans la définition des DTS actuellement, n'est-ce pas? Sur notre composition. Et également, il y aurait des pouvoirs nouveaux, une démocratisation du FMI, c'est tout un changement d'ensemble. Et derrière, il pourrait y avoir des monnaies zonales. Monnaies zonales, comme l'euro, un autre euro, comme le dollar, non pas comme le sucre en Amérique latine. J'étais en Amérique latine là-dessus, plusieurs années avant qu'ils adoptent l'idée du sucre, et justement, je me rappelle, mon service des monnaies communes, monnaie unique, et je lui dis non, monnaie commune, non pas unique, n'est-ce pas? Une monnaie commune d'Amérique latine. Et elle a commencé à exister. Plusieurs années après, c'est des grandes discussions que nous avons eues à Cuba, Mexico, Venezuela, etc. Il y a le sucre, n'est-ce pas, qui est une monnaie commune de plusieurs pays d'Amérique latine. Et tout cela formerait un ensemble coopératif. Voilà, je ne veux pas le développer, simplement simplifier ma position. Mais il ne faut quand même pas